Alors bonjour Fadila Maroufi, merci d'avoir accepté d'intervenir sur la chaîne. Je voulais te recevoir pour le livre dans lequel tu as écrit un texte. C'est un livre collectif qui s'appelle 7 octobre, une fracture française. C'est un livre qui est très intéressant et qui nous parle évidemment bien, de tout ce qu'il s'est passé en France après le 7 octobre, de la fracture qu'il y a eu entre les citoyens, les intellectuels, la classe politique, entre ceux qui étaient plutôt dans la compréhension de ce que faisait Israël et ceux qui finalement, dès le 8 octobre, nous parlaient déjà de génocide. Donc c'est un petit peu de cela dont parle ce livre. Et toi, dans ton texte, en fait, dans ce livre-là, tu nous as parlé de quelque chose qui me paraît singulier et c'est de cela dont je voulais te parler aujourd'hui. Mais avant cela, Fadila, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire finalement qui tu es et d'où tu parles en fait, d'où est ta place? Bonjour Fadila. Bonjour Cyril Chevreau, merci de me donner la parole sur ces sujets qui sont évidemment importants et ta chaîne que j'apprécie particulièrement aussi pour tout le contenu évidemment intellectuel et aussi débat. Donc voilà, donc moi je suis Fadila Maroufi, je suis à la base donc d'origine marocaine, issue d'une famille de troisième génération belge installée en Belgique de famille de culture musulmane. J'ai grandi en Belgique, j'ai fait des études en Belgique, donc j'ai d'abord eu un diplôme en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai travaillé dans le milieu associatif pendant plus de 20 ans. Ensuite, j'ai entrepris des études d'anthropologie pour essayer de comprendre les phénomènes que j'observais au quotidien, mais aussi tout ce que les familles dans lesquelles j'étais confrontée vivaient. Et il me manquait des outils intellectuels et de la méthodologie surtout pour pouvoir interpeller les politiques. À l'époque où je pensais encore que les politiques étaient des gens de gauche, en tout cas, étaient des gens sensés qui défendaient réellement ce en quoi dans les théories qu'ils croyaient et dans leurs idées, dans leurs idéaux. Et donc voilà, c'est ce qui m'a permis en tout cas d'avoir cette expérience et cette expertise sur notamment, moi je me suis plus focalisée sur l'islamisme. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en tant que travailleuse sociale que c'était ce qui était le plus nocif dans les familles, c'est ce qui posait le plus problème. Il y avait vraiment une vraie souffrance dans les familles issues de la communauté musulmane, quelle qu'il soit d'ailleurs, qu'elle soit maghrébine ou autre, mais d'origine maghrébine, mais en tout cas, c'était une souffrance qui était vécue de l'intérieur. Et donc moi j'avais envie de le comprendre et de pouvoir surtout y remédier. Alors justement, c'est ce que tu nous racontes au début du texte. Tu nous dis justement que dans ces familles, alors certains vont nous dire, j'anticipe déjà les commentaires que nous allons avoir sous cette vidéo, mais beaucoup vont nous dire oui, mais moi je connais une famille qui, etc., etc. Oui, mais là on va parler de grands chiffres, on va parler de statistiques, on va parler d'un fait majoritaire. Et en fait, tu nous dis que il y a quand même beaucoup de violence dans ces familles maghrébines, une violence intrafamiliale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on est travailleur social, en tout cas moi quand j'y travaillais, parce que vous savez depuis 2021 et depuis depuis à partir du moment où j'ai commencé à taper un peu plus du poing en disant qu'il y avait un problème, on m'a éjecté évidemment et on me boycotte clairement dans le milieu et le monde associatif, médiatique, etc. parce qu'on ne veut plus en entendre parler. Mais quand j'y ai travaillé, chaque fois qu'il y avait une problématique pardon, qui ressortait dans notre travail, on faisait des statistiques, on essayait de travailler sur ces problématiques, on essayait de mettre des outils en place pour aider les familles, pour essayer d'endiguer en fait ces problématiques. Mais il s'avère que à partir du moment où on a commencé à toucher à tout ce qui était radicalisme, violence intrafamiliale dans ces familles-là, spécifiquement ces familles issues de culture musulmane, à ce moment-là, en fait, il y a eu une espèce de, pas de levée de bouclier, mais c'était même plus insidieux que ça, c'est-à-dire qu'on ne le disait pas, mais je sentais que tout le monde devenait fébrile et que tout le monde avait peur, une peur que personne n'osait nommer, parce que je pense qu'il y avait aussi d'abord la honte, cette impuissance, et rien de pire pour un travailleur social que de faire un travail s'il n'y a pas de sens. Et Hmm. donc la crainte, c'était de se dire, est-ce que je pourrais continuer si je dénonce et qu'il n'y a rien qui se passe derrière? Et moi, par expérience, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que effectivement, quand on est travailleur social, qu'on voit des choses et qu'on voit qu'on ne peut rien faire, qu'on voit que ces familles continuent à être maintenues en famille, qu'il n'y avait pas d'interpellation, que les juges systématiquement relâchent des jeunes dans leur famille alors qu'ils subissent des violences et que même ensuite deviennent des délinquants et commettent des actes, etc. Eh bien, en fait,
on se demande, mais quel est le sens de mon travail? Qu'est-ce que j'amène à ces jeunes? Est-ce que je suis juste là pour les canaliser et les garder dans une espèce de boîte et dans leurs conditions? Et quelque part, je vais dire, dans le milieu associatif, c'est ce qu'on nous demande et c'est ce que les politiques nous demandent, c'est de les maintenir pour qu'il n'y ait pas d'émeutes, pour qu'il n'y ait pas trop de casse. Et qu'aux prochaines élections, et ça il faut le savoir, c'est que le tissu associatif, en fait, aide les politiques surtout par coup de subside, hein. Je te donne des subsides et en échange, le jour des élections, tu m'organises une fête de quartier, je viens parader, je viens proposer des choses, je vais te donner un petit quelque chose, une petite pièce, etc. de monnaie. Et en échange, eh bien, il faut que les gens puissent me voir et ensuite viennent voter pour moi. C'est comme ça la réalité. Et donc, à partir de là, si vous voulez, les travailleurs sociaux, ben, évidemment, ils ont été confrontés à ça. Quel est le sens, etc. Et puis en même temps, il y a la dure réalité de la vie. C'est qu'en tant que travailleur social, tu es aussi toi-même, tu es un citoyen, tu dois vivre, tu dois subvenir à tes besoins, tu as peut-être une famille. Et donc, dans ces conditions-là, tu n'as pas envie de perdre ton emploi. Et franchement, dans le milieu associatif, les travailleurs sociaux ont perdu cette éthique qu'on avait il y a 20 ans, où on se battait réellement pour nos engagements d'une manière réelle et on ne regardait pas finalement notre situation personnelle. On se donnait vraiment corps et âme et on voulait se battre pour ce qu'on croyait. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ces travailleurs sociaux commençaient à vraiment avoir peur parce que au niveau politique, on avait complètement abandonné en fait ces combats-là. Parce que, comme je l'avais déjà expliqué précédemment, et je ne vais pas revenir trop là-dessus et m'enligner là-dessus, c'est que vous avez les politiques, et surtout de gauche, ont misé sur le vote électoral de la population musulmane, puisqu'elle commençait à devenir de plus en plus nombreuse et elle pèse vraiment lors des élections. Et donc, c'est dans ce sens-là que finalement, ils ont préféré cacher certaines choses et dire, bon, n'y touchez pas trop. Donc, si vous voulez faire vous voulez faire des statistiques, vous voulez mener et épingler des problématiques, on vous l'interdit, on vous le permet pas. Et donc, le travail associatif, notre travail en tant que travailleur social ne nous permet plus de faire réellement un vrai travail de fond et d'interpeller sur des sujets sensibles. Tout ce qu'on fait, c'est de colmater à droite et à gauche avec des petits pansements qu'on met, mais qui à un moment donné, évidemment, bah, sautent et l'hémorragie continue encore. Tant qu'on n'a pas traité sur le fond, en fait, on ne pourra pas le guérir. Et donc, c'est pour ça que moi, mon parcours, si vous voulez, ce qu'il a de singulier, c'est que je viens d'abord d'une famille moi-même issue de la communauté musulmane, et je ne parle, si vous voulez, même si j'ai cette expérience personnelle, j'ai fait suffisamment ce travail-là parce que quand on choisit un métier, d'office, on ne le choisit pas pour rien. On le choisit parce qu'on croit en des valeurs, parce qu'on a un vécu, etc. Là où c'est important de faire la différence, c'est à partir du moment où vous avez vécu cette expérience-là, mais que vous avez pu prendre suffisamment de recul pour ensuite travailler sur ces sujets-là, c'est là où vous pouvez faire un bon travail. Par contre, c'est vrai que si vous travaillez dans ce milieu-là, mais que vous n'avez pas suffisamment pris un recul et vous-même, vous n'êtes pas soigné sur toutes vos blessures, à ce moment-là, ça peut être plus, on va dire, une catastrophe sur le travail que vous faites avec les autres plutôt qu'un bienfait. Moi, si vous voulez, pendant toute ma vie, j'ai travaillé sur moi-même. Quand j'étais travailleuse sociale, et moi, ce que j'ai aimé dans les études d'éducateur spécialisé que j'ai fait à Namur, c'est qu'il y avait cet aspect psychologique et qu'on nous a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, sur nos attentes, sur nos propres désirs et nos attentes, et vraiment de travailler sur l'accompagnement des gens, pas aider les gens. Il y a une différence entre vouloir aider les gens et accompagner les gens. Aider les gens, c'est les rendre quand même, c'est les maintenir dans une dépendance. On leur donne pas les outils pour les faire sortir de leurs conditions. Les accompagner, on est là quelque part, entre guillemets, pour coacher, mais c'est eux qui Ouais. font tout le travail et on les rend libres de tout mouvement. Et moi, si vous voulez, dans le travail associatif, je suis venue avec cette idée-là. Et dans mes propres institutions, on me disait, ah là là, pas tous, hein. Il y en a certains avec qui ça s'est plutôt bien passé, mais c'est très minoritaire. Il y a pas beaucoup d'associations qui fonctionnent comme ça. Mais il y a des associations où j'ai pu faire mon travail comme il le fallait, mais il y en a d'autres, ça a été très compliqué parce que justement, on nous disait, ah oui, mais est-ce que ces gens vont continuer à venir quand on a besoin d'eux pour faire un couscous le soir, etc. Moi, j'ai travaillé avec des familles musulmanes, ce qui veut dire que j'ai accompagné des familles qui sont issues de la communauté musulmane. Quand on accompagne ces gens, si les gens vont dans tous les quartiers dans lesquels j'ai travaillé et qui vont interroger chez ces gens,
Ils verront que ces gens leur diront pas qu'ils n'ont pas subi de discrimination de ma part. On a pu échanger librement sur des sujets, qu'ils m'ont dit énormément de choses qu'ils ne diraient pas ouvertement parce que dans la communauté musulmane, il y a une différence entre ce que vous vivez à l'intérieur d'une famille et ce que vous balancez sur les réseaux ou quand vous êtes à visage découvert, etc. Donc, Ouais, quand bien sûr. on entend, par exemple, ces jeunes filles qui vous disent à visage découvert, ah oui, mais moi, ma liberté, mon choix, mon voile, elles ne peuvent pas dire l'inverse. Si elles disent l'inverse, elles savent très bien que quand elles vont retourner chez elles, dans leur propre famille ou dans le quartier, ou qu'un jeune va les identifier dans les écoles, etc., elles vont subir des pressions, voire des agressions. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai pris ce risque-là, parce que si vous voulez, pour moi, le sens de mon travail, c'est d'accompagner les gens, d'aider à les émanciper et de faire mon travail du mieux que je peux. Si je peux pas le faire, je n'ai pas de sens dans ce travail-là. J'ai pas envie de me rendre malade parce que ça reste quand même. Vous allez avoir beaucoup de gens dans le milieu associatif, des travailleurs sociaux euh, qui boivent, qui essayent de, en tout cas le soir quand ils rentrent, d'essayer d'oublier ce qu'ils ont vu, etc. C'est d'une violence extrême moi, ce que j'ai pu voir sur le terrain. Quand j'ai vu j'ai eu l'expérience d'une jeune fille qui s'est défenestrée parce qu'elle était enfermée dans une famille salafiste. Une jeune fille qui se faisait battre par son frère parce que le frère, évidemment, avait tous les droits sur elle dans cette famille puisque le garçon a tous les droits. Et donc, il l'a mis à nu et il l'a battue avec une batte de baseball. Et elle a tout fait pour s'enfuir parce qu'il voulait la tuer. Mais voilà, ça c'est du vécu, ce que je vous raconte là. Est-ce que tu as vu, Fadila, pardonne-moi cette question qui a pas grand-chose à voir avec ton texte, mais c'est des choses qui, moi, en fait, j'ai beaucoup comment dire, de femmes, de jeunes femmes ou de filles musulmanes qui me rapportent à moi des cas d'inceste qui sont légitimés par la religion. Est-ce que tu as pu constater cela? Je l'ai constaté non seulement étant jeune, avec mes camarades, etc., et moi-même, mais aussi dans le milieu du travail social. Parce qu'évidemment, quand on grandit, on se pose la question, on se dit, tiens, d'abord, on a l'impression qu'on est tout seul, que ça Ouais. a pas été vécu ailleurs. Moi, j'ai eu quelques cas, évidemment, d'amis d'enfance, des filles de quartier que j'ai croisées dans la rue un matin complètement errant parce que leur mère les a mises dehors, parce qu'elles les ont traitées de putes en disant, tu as provoqué ton beau-père. Donc Oh, ça, c'est purée. ce que j'ai Ouais. vécu. Et puis ensuite, dans le milieu associatif, évidemment, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus pour les accompagner pour des choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais au fur et à mesure, les gens parlent parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils savent que tu vas pas les juger, parce qu'ils se disent, elle est pas religieuse, elle a rien à voir, elle ne vient pas avec des questions religieuses, donc elle ne va pas me juger et elle garde le secret. Donc elle va pas aussi aller le raconter. Il n'y a pas le téléphone arabe chez moi. Mm. Chez moi, tout ce qui arrive, qui rentre dans mon bureau, reste dans mon bureau. Il ne sort pas. Voyez? Et donc pour ces gens-là, il y avait une place où ils pouvaient se libérer. Et, euh, et donc, vous avez dans le milieu associé, évidemment dans ce milieu associé, et puis aussi, quand j'ai fait mon travail pour l'université et qu'après ben, je l'ai continué malgré tout dans ces mosquées, clairement, je l'ai entendu, on disait aux jeunes filles, mais n'allez pas au planning familial, n'allez pas porter plainte contre votre famille si jamais vous subissez des viols, si jamais vous êtes enceinte, gardez-le. Et pour Dieu, pour Allah, éduquez cet enfant-là sur les sentiers d'Allah. Et celui qui jugera, c'est Allah. Donc tous ceux qui ont commis ces actes-là, il n'y a qu'une seule personne qui va les juger, parce qu'ils sont musulmans, les personnes qui ont commis ces actes. Il n'y a que Allah qui va les juger. Donc il ne faut pas aller porter plainte, il ne faut pas aller au planning familial pour aller se faire avorter, etc., etc. Vous voyez? Donc moi, tout ça, c'est de l'expérience personnelle, professionnelle, et quand j'ai fait mes études d'anthropologie et en tant qu'anthropologue. Et au niveau des violences, donc on a parlé là évidemment de l'inceste, qui est, je crois, une des violences ultimes. Mais quel genre de violence tu rencontres dans ces familles? Quelle autre sorte de violence? Et si tu peux commencer peut-être à nous expliquer pourquoi est-ce que dans ces familles-là, il y a peut-être un peu plus de violence que dans d'autres familles? Alors, il faut d'abord comprendre une chose, c'est il y a deux, je dirais que c'est divisé en deux groupes. Le premier groupe, c'est toutes les générations, première, deuxième, voire troisième génération, qui ont connu des violences extrêmement physiques, très fortes, dans une grande majorité des familles connues. Pourquoi? Mais qu'on ne dit pas, parce que ça reste des tabous. En réalité, la sexualité est tabou
dans les sociétés musulmanes. On ne parle pas, on ne peut pas parler de la sexualité. Donc un jeune garçon, une jeune fille, quand elle grandit, elle sait très bien qu'il y a des sujets qui restent tabous, qu'on ne peut pas parler avec sa famille, avec ses parents, avec son père, avec sa mère. On ne peut pas parler de ces questions-là. Il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Donc, quand vous êtes jeune, que vous avez à un moment donné, surtout à l'adolescence ou même adulte, quand on vous interdit et qu'il y a des mariages forcés, les mariages ne sont pas consentis, c'est des mariages forcés, etc. Et là, je parle des générations précédentes. Et je vais vous expliquer pourquoi je distingue bien les deux. Donc, à partir du moment où vous avez des sociétés qui sont divisées, où la sexualité est un tabou, est un péché, on ne peut pas en parler, et il faut attendre le mariage pour que la sexualité se fasse avec la personne qu'on vous a soit imposée, soit sous pression, etc., lors du mariage. Parfois, et même très souvent plutôt, c'est des mariages qui sont forcés où la femme n'a pas le choix que d'épouser un membre de sa famille, un cousin germain, etc. Et on n'oublie pas la consanguinité, puisque dans les premières générations, les deux, trois premières générations, c'était vraiment les mariages au sein même de la famille avec les cousins germains, etc. Donc tout ça, c'est d'une extrême violence. Et eh bien, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'à partir du moment où il y a un tabou, eh bien forcément, ben, on a envie d'aller casser ce tabou-là. Hmm. Et vous avez des gens, qu'est-ce qui leur tombe sous la main? Vous avez une sexualité vous ressentez une sexualité que vous ne pouvez pas exprimer. Ben, vous allez l'exprimer là où c'est plus facile, ce qui est à côté de vous. Et Hmm. donc, vous avez des gens, évidemment, ben, qui commettent des actes, qui vont violer, soit un proche, que ça peut être leurs propres enfants, soit l'enfant du frère, de la sœur, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que vous avez donc une explosion d'inceste et que vous avez aussi des explosions de viol, etc., dans ces familles. Ensuite, vous avez les générations actuelles, parce qu'après le frérisme est arrivé, évidemment, le frérisme, les frères musulmans, ils ont très bien compris, ils savent que tout ça existe, évidemment. Et avec quoi ils sont venus? Ils sont venus avec l'idée que il faut être beaucoup plus malin. Si avant on battait les enfants, si avant on maltraitait ces enfants, maintenant il faut trouver d'autres techniques parce qu'on est en Europe. Et en Hmm. Europe, ça fait mauvais genre. Et si on veut accueillir tous ces jeunes et les radicaliser, il va falloir justement apporter une approche, ce qu'ils appellent plus en douceur. Et d'ailleurs, si vous allez chez les sœurs musulmanes ou chez les frères musulmans, on va toujours vous dire, ma sœur, il faut que tu amènes l'autre personne à se convertir en douceur. Ça veut dire quoi en douceur? Ça ne veut pas dire juste être gentil, etc. C'est-à-dire vendre un package. Tu es une boutique, tu es une vendeuse, si tu veux vendre, il faut vendre un beau paquet, il faut vendre une belle vitrine. Tu vas pas vendre en montrant l'enfer qu'on vit, etc., en montrant que des choses qui sont les pires choses qui vont te faire fuir. C'est ça quand on parle de douceur. Mais en réalité, les violences sont toujours là. À partir du moment où on n'a pas parlé, on n'a pas traité de ces sujets-là. Vous savez, on dit toujours en psychologie, un enfant qui a été violé pendant son enfance, s'il n'a pas pu s'exprimer, s'il n'a pas pu être aidé et accompagné, être entendu dans ce qu'il a vécu, il est amené à le reproduire. Hmm. En fait, quand ça se reproduit, c'est souvent parce que ce sont des enfants ou des personnes, en fait, on n'a pas entendu leur souffrance et finalement, ils n'ont pas été aidés et accompagnés là-dessus et finissent par... je ne parle pas des pervers et vous avez des pathologies qui conduisent à ces dérives. Je parle vraiment d'enfants qui, à la base, n'ont pas ces pathologies de perversion, de psychopathie, etc. et qui ont vécu ces choses-là et qui n'ont pas été traités et qu'on a banalisé, qu'on a laissé se débrouiller, grandir seuls avec tout ce mal-être et qui peuvent par la suite soit s'autodétruire, soit reproduire sur autrui ce qu'ils ont eux-mêmes vécu pour pouvoir comprendre. Donc on dit souvent en psychologie, si on accueille et si on dit à l'enfant qui a subi ça plus tard, tu as vécu quelque chose qui ne devait pas être, que c'était punissable, etc., qu'on reconnaisse sa souffrance, à ce moment-là, il peut y avoir un travail, il peut s'en sortir de tous ces problèmes-là. Mais le problème, quand vous êtes dans une société où tout ça, on ne peut pas s'exprimer, où tout ça, on vous dit, il faut garder pour pas stigmatiser. Et vous savez, ça, ça c'est, ça a été aussi, comment dire, ça a été partagé avec les non-musulmans. C'est-à-dire que à travers les discours des décoloniaux, quand on va voir Ouria Boutelja qui dit surtout ne dites pas et n'allez pas porter plainte contre vos frères parce que sinon vous allez faire le jeu de l'extrême droite. On culpabilise les gens pour qu'ils continuent à garder le silence. En fait, c'est tout ça qui nous mène à un mal-être. Donc c'est pour ça que je distingue deux groupes. Il y a ceux d'avant
Et puis la nouveauté où on essaye de canceller, on essaye de faire taire les jeunes, etc., mais en faisant croire que c'est pour le bien de la société, pour le bien de la communauté, pour qu'on ne soit pas C'est stigmatisé. aussi, ouais, tout à fait, mais c'est aussi ce qu'on comprend mal, j'ai l'impression, nous, en Occident, enfin, nous deux, on le comprend parce qu'on en vient. Juste une petite parenthèse d'ailleurs avant, le packaging qu'on nous vend, où faut rentrer en douceur, etc., je vais complètement dans ton sens parce que je l'ai subi, moi, à 15 ans, quand je me suis converti à l'islam, cette fraternité méditerranéenne qu'on nous vend et la maman qui vous fait à manger, qui vous considère comme votre fils alors qu'elle vous connaît depuis 2 heures, etc. Tout ça, en fait, c'est faux finalement. Tout ça, c'est faux. Il faut sortir un petit peu de cette fausse fraternité. Quelqu'un qui vous prend sous le bras alors qu'il vous connaît pas, c'est compliqué. Et Mais puis, attends, excuse-moi, juste vas-y, Cyril, vas-y. parce que ça c'est important, sur la question du manger, en fait, justement. Euh, En fait, on t'empoisonne. Comme on n'a pas d'autre solution, on ne peut pas t'aider autrement, finalement, on compense par autre chose et on te fait manger. En réalité, cette nourriture, elle est complètement empoisonnée. Après, je dis pas, ces mères qui empoisonnent, entre guillemets, leurs enfants, elles le font en partant d'un bon sentiment parce qu'elles sont elles-mêmes parfois désespérées, mais elles participent aussi. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que les gens, on se dit qu'il n'y a que des victimes. En réalité, il y a de la vie, il y a des personnes qui sont victimes, mais après, elles deviennent aussi bourreaux. Donc, on empoisonne avec cette nourriture. Et cette même nourriture, on peut la retrouver dans les rencontres interconfessionnelles. Tu sais, ces rencontres où on invite un imam, un rabbin et un prêtre. Et en fait, où vous avez, dans ce truc du vivre ensemble, où on veut apprendre à se connaître, etc. Moi, je dis très souvent, en réalité, vous allez essayer de les comprendre, mais eux, ils sont pas là pour vous comprendre. Ils savent déjà mieux que vous-même qui vous êtes. Ils viennent vous empoisonner, ils viennent vous anesthésier avec des gâteaux empoisonnés. Ils viennent vous endormir pour ensuite vous allez les légitimer parce que quand les gens vont les voir là, ils vont se dire, ah bah ceux-là, c'est des gens légitimes avec qui il faut discuter, à qui il faut aller demander conseil, etc. Ça va être un bon représentant. Alors Ouais. qu'en réalité, c'est lui le problème. C'est pour ça que cette les questions de nourriture et de manger est importante pour moi. On empoisonne nos cerveaux pour qu'on soit endormi. Si un prédateur, quel est le meilleur moyen pour pouvoir avoir, il va l'inviter, il va, d'ailleurs, le film Hérétique est très bien pour ça. Il va l'inviter chez lui, il va lui proposer à boire un café, un thé ou que sais-je, ou n'importe quoi. Il va l'endormir et ça y est, vous n'avez plus les moyens de vous défendre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement. Le fait d'endormir notre rationalité, d'endormir notre, comment dire, notre vigilance par la nourriture et par une fausse fraternité. Ouais, effectivement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, depuis tout à l'heure, tu nous parles de logique communautaire. C'est vrai que nous, en Occident, on a un petit peu perdu de vue tout cela parce que on est au pays de l'individualisme, on est même dans la civilisation de l'individualisme et on a tendance à se dire, d'ailleurs, on le voit souvent avec des gens de gauche qui sont malgré tout de bonne foi, mais qui comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Ils nous disent, mais regarde, moi je connais mon voisin, il est gentil, etc. Oui, mais on te parle de communauté, on te parle de grands chiffres, et c'est vrai que ça fait partie de cette violence dont tu nous parles, il me semble, et c'est pour ça que je t'en parle, c'est qu'en fait, il y a vraiment une séquestration communautaire, je vais un peu loin peut-être dans le terme, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui pensent communauté et qui se sentent enfermés dans leur communauté, et du coup, ça les contraint à ce que tu nous disais, au silence, ça les contraint à avoir des comportements où il faut faire passer la communauté pour la meilleure des communautés, et c'est d'une grande violence ça pour les gens. Et le problème, c'est que l'Occident, en fait, normalement, devrait œuvrer à l'émancipation de ces gens, ce qu'elle ne fait plus. Pourquoi, à ton avis? Ben, en fait, le problème notre problème de notre société, on continue à ne pas le voir. Et d'ailleurs, ça s'est vu c'était flagrant avec le 7 octobre. C'est qu'on pense qu'on a affaire à des gens, on projette nos propres valeurs sur les autres. Ces gens s'imaginent que toutes ces personnes, en fait, veulent partager exactement les mêmes valeurs, sauf que c'est pas du tout les mêmes valeurs. On n'a pas la même conception du monde. Il faut qu'ils comprennent que dans le monde arabo-musulman, ou même musulman tout court, parce qu'il n'y a pas que des Arabes, évidemment, dans la communauté musulmane, même la grande majorité n'est même pas arabe en réalité. Donc, c'est que on projette nos valeurs, notre mode de fonctionnement, notre imaginaire. Nous avons, et c'est ce que a démontré le 7 octobre 2023, c'est qu'il y a deux civilisations qui se confrontent et qui s'affrontent. C'est le monde de la communauté musulmane, de la Ummah Islamia, de la communauté musulmane, une et indivisible. En islam, on ne vit pas les choses d'une manière individuelle, on les vit d'une manière communautaire. On sert la communauté et on sert surtout Allah.
Donc on est tous dans la même direction, on regarde tous dans la même direction, c'est l'objectif califal. Il y a un objectif quand vous naissez dans une famille musulmane, vous avez évidemment des familles musulmanes qui pratiquent l'islam d'une manière culturelle et qui vont pas emmerder leur monde, qui vont, même s'ils pratiquent les prières, même s'ils pratiquent le ramadan, etc., ils le font chez eux et ils embêtent pas leurs voisins, ils embêtent pas autrui, ils vont pas aller commencer à scander euh, ou à faire leurs prières dans la rue, etc. Et puis vous avez cette frange qui veulent absolument l'imposer parce qu'en réalité, c'est noté dans le Coran et dans les hadiths, etc. On a tout ça, on en parle, on dit que, et moi je l'ai toujours connu depuis l'enfance, on nous a toujours dit un jour le monde deviendra musulman parce que islamique, parce que c'est marqué, c'est dans le mythe du califat mondial, c'est dans le mythe de ce qu'on nous a raconté, dans ce qu'on nous a construit dans l'identité islamique. Il y a une identité vraiment islamique. Et ça, l'Occident ne le comprend pas. L'Occident, il est dans cette vision universaliste, où il pense que tout individu peut faire un choix et peut être libre individuellement, il peut choisir qui il veut être, etc. Et que du coup, ben, il faut défendre ces valeurs-là et tout le monde voudrait ces valeurs parce que c'est des valeurs qui sont belles, etc. C'est vrai que ce sont des valeurs qui sont louables et qui sont belles, mais ils doivent aussi prendre conscience que il y a des gens, il y a des groupes humains qui ne veulent pas, il y a des cultures qui n'en veulent pas. Il y a une personne un jour qui m'avait dit, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut quand même tendre la main à ces personnes. Parce qu'elle me disait, oui, il faut créer un débat quelque part avec les frères musulmans, avec des fondamentalistes. Et elle me dit, oui, il faut leur tendre la main quand même. On ne peut pas les laisser comme ça. Je lui dis, bah, très bien, vas-y, tends la main et tu verras, ils vont te la couper. Tu veux tendre la main à des gens qui veulent te couper la main? Honnêtement. Et là, elle a dit, ah oui, c'est vrai, pas faux. Mais vous ne pouvez pas, si les gens ne veulent pas en face de vous, ne veulent pas discuter, vous ne pouvez rien faire. Quand vous avez quelqu'un qui veut vous tuer, ben, vous êtes obligé de vous défendre. C'est pas, et c'est en vous défendant comment? Ben, physiquement, si le mec, lui, il n'a pas envie, il veut qu'une chose, c'est de t'écraser, c'est de te tuer, ben, tu es obligé d'utiliser la force. Tu peux pas juste là et dire, ah ben non, écoute, assions-nous, débattons sur le pourquoi tu veux me tuer. Ça ne marche pas comme ça. Lui, il a un objectif. Il veut arriver à cet objectif-là. Je Toi, tu crois que veux évidemment. 70 ans de paix en Occident nous ont tous un peu ramollis. On a l'impression qu'en étant gentil avec un beau sourire et en étant bienveillant, on va arrêter quelqu'un avec un flingue, avec une idéologie mortifère. On va arrêter tout le monde en faisant de la communication non violente. Et en fait, je Mais crois qu'il faut, je faut qu'on crois au sorte de ça, ouais. Je crois qu'au départ, c'était ça. Et que maintenant, en fait, on est arrivé au point où les gens ont tellement peur, les politiques ont Hmm. tellement peur, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est pour ça qu'ils sont complètement. Ils savent très bien qu'il faut utiliser la force. Maintenant, je pense que tout le monde est au courant. Tout le monde sait qu'on a affaire à des gens qui veulent nous tuer, qui ne veulent pas, qui veulent la destruction. Ils ne sont pas là. Et on l'a vu, le 7 octobre a été flagrant. Parce que très souvent, les gens ils disent oui, mais le 7 octobre ne concerne que les Juifs, etc. Non, ça avait déjà commencé bien avant Israël et le conflit Israël-Palestine, entre guillemets, qui n'est pas juste un conflit de territoire en réalité, comme beaucoup le disent. C'est un conflit civilisationnel, ça concerne tout le monde. Ces gens veulent Israël, ils veulent qu'il devienne une terre d'islam parce que pour eux, elle n'a jamais été autre chose qu'une terre d'islam. Ils veulent l'extermination des Juifs et du reste du monde, de tout ce qui n'est pas musulman. Et ça, des gens doivent le comprendre. Et donc, si au départ, les politiques étaient dans cette logique de oui, nous, on veut l'universalisme, etc., et on veut que ces gens, c'est bien que ces gens-là, ils veulent la même chose que nous, je pense que maintenant, ils doivent commencer à comprendre qu'ils ne veulent pas que ça. Mais par contre, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont peur, d'abord, ils se sont trompés. Beaucoup ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés, donc ils préfèrent faire taire les gens qui ont toujours dit qu'il y avait un problème. Hmm. Vous avez des gens qui retournent leur veste, mais il faut se méfier des gens qui se retournent leur veste et qui changent chaque fois de parti politique parce que ces gens-là, euh, ils vont. Dites-vous que c'est pas des gens qui n'ont pas de valeur ou une colonne vertébrale pour se tenir. S'ils changent chaque parti, ils sautent d'un parti à un autre, c'est que clairement ils ont un objectif qui est personnel et qui ne combattent pas une idéologie. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où les gens ont du mal à s'y retrouver. Il faut avoir des positions très claires, il faut tenir sur ses jambes et il faut expliquer aux citoyens qu'est-ce que cette idéologie-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce que tu essayes de faire aussi toi à travers ta chaîne, mais d'autres, que ce soit Yana Grinchpun, que ce soit Florence Bergeau-Blaclair. Regardez, si on prend le cas de Florence. Florence est une chercheuse au CNRS. Elle a fait un travail remarquable depuis plusieurs années.
Je peux vous garantir que pourtant, des gouvernements islamiques ont essayé de l'acheter. Elle a toujours refusé. Parce que pour elle, c'est quelqu'un elle estime travailler pour le gouvernement français. Elle fait son travail en tant que citoyenne. Elle est une fonctionnaire du CNRS. Elle reste très droite par rapport à sa méthodologie. Elle reste vraiment une scientifique. Mais comme nos ennemis n'ont rien trouvé pour pouvoir la démonter, pour pouvoir la délégitimiser, la délégitimiser, il y a des mots avec Délégitimé. lesquels j'ai du mal à prononcer. Euh, et donc, comme ils ont du mal avec ça, Ouais. ils vont l'amener, par exemple, vous voyez ce débat qu'elle a eu dans une émission, où elle a accepté dans une émission, je crois que Interview. c'est l'interview, voilà, où on lui a fait, alors on lui fait dire que qu'elle dit qu'elle parle arabe, alors qu'elle n'a jamais dit ça. Ce qu'elle a dit exactement, c'est qu'elle avait été en Syrie dans le cadre de ses études, qu'elle a pris des cours d'arabe là-bas, mais qu'elle a abandonné un moment parce que d'abord elle s'est rendue compte que c'était très compliqué pour elle. Mhm. Et en plus que finalement, par rapport à sa recherche et, et oui, oui, son objet d'étude, elle devait pas connaître l'arabe. Comme on a encore dit, la grande majorité dans le monde de musulmans ne parle pas arabe. Donc le problème ne vient pas de là. Et là, en fait, ils ont fait des petits montages, des petites coupures, etc., sans parler que ce que les gens, la majorité ne savent pas, c'est que pendant l'interview, le gars qui l'interviewe, c'est au moment où elle voulait répondre et on la voit où elle est un peu déstabilisée, c'est qu'il était en train de lui faire des gestes parce que lui n'est pas filmé, donc on voit pas ce qu'il fait. Il lui fait des gestes qu'elle ne comprend pas. Mhm. Et ça a été repris, cette séquence-là. On lui fait dire ce qu'elle n'a pas dit. Et tous les groupes islamistes ont fait des montages et ensuite passé en disant, vous voyez, elle dit qu'elle parle arabe et elle ne parle pas arabe. Et la troisième chose, c'est que le terme qu'il a utilisé, c'était un dialecte égyptien. Et même entre arabes, il y a de nombreux dialectes. Même entre arabes, les gens ne se comprennent pas sur certains mots. Donc, en fait, il a utilisé un mot qui n'est pas utilisé d'une manière, on va dire, qui n'est pas utilisé partout dans le monde arabe. Il a pris un dialecte particulier venant de l'Égypte et c'est ça qui lui a balancé, en plus en la déstabilisant. Ça, c'est de la manipulation. Et ils veulent nous déstabiliser pour nous discréditer. Et c'est pour ça, même par rapport à moi, c'est qu'on va vous dire, ah mais oui, mais elle utilise son expérience personnelle, ses sentiments, etc. Moi, quand je parle, en réalité, je n'ai vraiment aucune haine. Pourquoi je n'ai aucune haine? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de ressentiment? Euh, et d'ailleurs, tous les gens qui me connaissent au quotidien, c'est des gens qui sont divers, qui sont des musulmans, qui sont des non-musulmans, qui sont des juifs, qui sont des chrétiens, qui sont des non-croyants, des athées, etc. Parce que j'ai fait un travail sur moi-même. C'est ça qui est important, c'est de faire un travail sur soi-même pour sortir, si vous voulez, de tout ce mal-être. Je l'ai été comme tout le monde, hein, parce que le vécu que j'ai vécu est assez douloureux et assez difficile. Mais j'en suis sortie et tout ce que j'exprime, je ne l'exprime pas avec de la violence ou avec de la haine. Je l'exprime parce que j'ai envie que toute personne qui a vécu ça puisse lui-même se dire, je ne suis pas le seul, d'autres gens l'ont vécu, qui sont de la même origine que moi. Et moi aussi, du coup, ben, j'ai une chance et je peux avoir de l'espoir de m'en sortir. C'est tout simplement ça. Et après, ben, on peut passer, une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut passer à autre chose et on peut faire un véritable travail avec les gens et avec autrui. Donc, moi, j'utilise, c'est une force parce que quelque part, je sais ce que j'ai ressenti quand j'étais petite, quand j'ai vécu tout ça. Et ça me permet de comprendre aussi et d'être empathique avec l'autre. En fait, Complètement. en réalité, c'est une force pour avoir de l'empathie. Bien sûr, ça peut être, c'est une force quand on le prend dans ce sens-là, mais ça peut aussi être quelque chose de toxique si on n'a pas fait ce travail-là en amont. Moi, ce travail-là, je l'ai fait. Et maintenant, j'utilise les méthodologies scientifiques, ce que j'ai appris. Alors, je ne suis pas évidemment pas le niveau d'un docteur en anthropologie comme Florence ou comme Yana, mais j'ai cette expertise-là, j'ai une méthodologie, j'ai des outils qui me permettent justement de travailler, d'accompagner ces gens qui ont eu ce vécu-là ou d'autres vécus qui sont traumatiques, parce que j'ai cette possibilité-là, justement, j'ai, si vous voulez, développé cette empathie qui était suffisante pour accueillir finalement la souffrance de quelqu'un d'autre. Et Et donc, d'ailleurs, pardonne-moi Fadila, mais d'ailleurs, on vous remercie, Fadila,
donc toi, Florence et Yana et quelques autres, d'avoir ce qu'on a plus beaucoup en Occident, c'est-à-dire l'intelligence et le courage. Très souvent, on a des gens qui sont très intelligents mais peu courageux, ou bien des gens qui sont courageux mais qui n'ont pas de méthodologie rigoureuse et qui racontent un petit peu n'importe quoi. Avec vous, on a les deux et je trouve ça vraiment, enfin, en tout cas, c'est ce qui moi me plaît dans votre parcours et c'est ce que je trouve intéressant et c'est pour ça que je vous reçois sur la chaîne. Voilà, je voulais juste dire ça. Eh ben, merci beaucoup. Et je vais rajouter que ces personnalités comme Florence ou comme Yannette, ce sont des personnalités qui ne calculent pas en fonction de leurs propres intérêts. Elles sont là pour faire du travail, de la rigueur intellectuelle, pour transmettre, parce qu'elles ont conscience du danger, parce qu'elles connaissent leur objet d'étude. Et donc finalement, elles en payent vraiment le prix, alors que d'autres vont utiliser finalement ce travail-là pour un objectif personnel. Vous savez, ce qui est difficile dans ce milieu-là, globalement, et je dis que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre ego. Mm. Euh, Si on n'a pas travaillé cet ego-là, en fait, on peut vraiment se faire avoir et on peut se laisser finalement dévier de ce qui nous a animés au départ. Quand vous avez des gens qui ont la rigueur intellectuelle et qui font ce travail-là depuis longtemps, comme ces deux personnalités, où il y en a d'autres, hein, comme Georges Bensoussan, etc., ils se sont pris mais plein la gueule parce que justement, ce sont des gens qui sont rigoureux et qui mettent leur ego de l'autre côté. Et on le voit, il suffit de voir les commentaires en dessous. On nous attaque souvent sur l'aspect physique, sur des choses en fait où on essaie de titiller notre ego. Moi, je dis toujours, les gens, en fait, ils perdent leur temps. Ça sert à rien de venir sur des trucs physiques en nous disant, ah, vous êtes moche, vous êtes ceci, vous êtes là. Moi, ça ne m'atteint mais absolument pas. Je me connais, je connais mes valeurs. Je n'ai aucun problème d'ego. Je connais tous mes défauts, donc c'est même pas la peine de se fatiguer. Je pense pour ces personnes, c'est exactement la même chose et d'autres qui vont titiller sur d'autres choses. Donc vraiment, cette question d'ego est hyper importante et vraiment, il faut saluer le courage de ces personnalités-là, comme Florence, Yana, Georges Bensoussan ou d'autres, ou même toi, parce que tu as tout fait, tout un travail. On est beaucoup critiqué, mais ça c'est normal, on peut déplaire, mais on a aussi des ennemis qui nous prennent comme des gens dangereux parce que on donne aux citoyens les clés pour comprendre la situation, pour comprendre leur idéologie. Ils nous détestent. Mais nos ennemis premiers, il y a nous par rapport à notre ego, si on n'y fait pas garde et si on n'est pas attentif à ça, mais il y a aussi ceux qui viennent de notre propre camp et qui, eux, évidemment, leur ego est important, leur objectif personnel et autres. Et finalement, ils nous attaquent, ils essaient de décrédibiliser notre travail en nous taxant d'extrême droite, en nous disant qu'on fait partie d'un groupe politique, etc. Nous, on est apolitique. Moi, je l'ai toujours dit, l'Observatoire européen des fondamentalismes, on est apolitique. Ce qu'on fait, on le fait en fonction de nos propres valeurs. On n'est ni de droite, ni de gauche, ni des extrêmes. On parle avec tout le monde parce que pour nous, cette idéologie-là, elle est mortifère pour tout le monde. On a besoin de tout le monde pour contrer ce fléau et que les citoyens, même ceux qui vont voter à droite ou vers le RN, etc., ne sont pas des gens qui sont racistes. Ce sont des gens qui n'en peuvent plus. S'il y a une responsabilité, c'est la gauche qui n'a pas pris à bras le corps tous ces sujets. Et donc, c'est pas la peine de taper sur et de focaliser le regard sur les autres partis. Il faut venir sur son propre parti, remettre des balises, retravailler à l'intérieur toutes ces valeurs et remettre au centre les valeurs humanistes si réellement leur objectif, c'est de combattre ces idéologies fascistes et fascistes islamiques. Précision. C'est tellement vrai ce que tu dis qu'on a un exemple factuel de cela, c'est le Danemark qui a une gauche conséquente et bizarrement l'extrême droite fait des scores complètement nuls là-bas parce que la gauche est conséquente et que la gauche écoute non seulement ses valeurs mais écoute aussi son peuple. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Revenons sur ton texte. Tu nous parles du coup d'une grande violence et on a un petit peu digressé, mais c'était très intéressant, mais tu nous as parlé de cette violence intrafamiliale qu'il y avait de manière systémique, même si j'aime pas trop le mot parce qu'il est utilisé un peu à tort et à travers. Disons qu'il y a beaucoup de cas de violence intrafamiliale chez les Maghrébins. Comment est-ce que cette violence intrafamiliale finalement eh bien, quand ces jeunes sortent de la famille, comment est-ce qu'elle se matérialise finalement? Est-ce que ils vont la garder en eux et finalement ils vont être des bombes prêts à exploser, sans mauvais jeu de mots, ou est-ce que finalement ils vont déverser cette colère et cette agressivité sur d'autres personnes?
Ben justement, donc c'est tout le sujet que j'ai développé là-dedans, c'est de dire que finalement toute cette jeunesse en fait qui a vécu ces violences, comme on nous interdit de remettre en question ou de ou de porter plainte, etc. Donc vous avez une colère à l'intérieur de la, ça peut aller de la colère à la haine, etc. Et la seule chose dans laquelle on vous éduque, c'est que vous pouvez, les mécréants, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez tuer un mécréant, vous pouvez insulter un mécréant, vous pouvez avoir la haine du juif, du chrétien, tout ce qui n'est pas musulman. Mais par contre, vous ne pouvez pas critiquer votre propre famille, vous ne pouvez pas critiquer vos parents. Et on vous étouffe là-dedans. Et à un moment donné, à partir du moment où on vous dit la seule violence qui peut être, qui est légitime et que vous pouvez exprimer, c'est celle sur les autres qui ne sont pas de la communauté musulmane, eh bien, vous pouvez avoir des individus, alors je ne dis pas que c'est tout le monde, heureusement, mais vous avez des individus quand même, comme ceux qui ont commis des attaques terroristes, parce que, bon, le suicide est interdit en islam. Et donc, ça vous emmène à l'enfer. Il faut pas oublier quand même que nous, on grandit quand même avec cette crainte et cette peur obsessionnelle de l'enfer après la mort. Quand on parle de deux civilisations avec deux visions du monde, il y a la vision du supraterrestre, c'est-à-dire que pour la communauté musulmane, l'important, c'est pas ce qu'on fait sur Terre, mais plus tard, c'est-à-dire quand on sera mort. Et quand on sera mort, s'il y a un paradis, il y a un enfer, on n'a pas envie d'aller en enfer. Donc, pour ces jeunes qui ont vécu ça, qui ne peuvent pas se suicider quand ils ont un mal-être profond, mais qu'on autorise le martyr et on autorise le martyr sur celui qui n'est pas le même que la communauté musulmane, à ce moment-là, vous allez commettre des attaques terroristes. C'est ce qui s'est produit notamment lors des attaques terroristes, que ce soit à Paris, dans d'autres pays, dans le monde. Et puis, vous avez aussi sous cette colère et cette violence physique qu'on peut voir qui se déverse lors d'émeutes, quand il y a des casses, ou les vols, quand vous frappez ou que vous insultez quelqu'un à l'extérieur pour un simple regard, un coup de regard, etc. Tout provient, pour moi, tout provient de là. Ça, c'est, en tout cas, ça a toujours été cette théorie-là, parce que moi qui suis issue encore une fois de cette communauté, j'ai fréquenté, j'ai connu, mes amis étaient des jeunes de ce quartier-là. J'ai vu ces jeunes qui étaient d'une douceur, avec qui on pouvait partager des choses, etc., leur changement quand ils grandissent. Et le basculement se fait très rapidement vers l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, vous devenez rebelle contre l'autorité, etc., mais vous ne pouvez pas l'exprimer. Eh bien, le seul moyen d'exprimer, c'est vers ces mécréants, ces gens-là. Donc, je pense que c'est pour ça que qu'il est important de faire qu'il y ait des places, qu'on puisse mettre des lieux où on peut écouter, où ces jeunes peuvent exprimer cette colère. On peut leur dire c'est légitime de ressentir de la colère vis-à-vis de tes parents. Et il faut que tu puisses l'exprimer, exprimer ce qu'ils t'ont fait, c'était mal. Ou ce qu'un membre de la famille, ce qu'il a fait était mal. Ou ce qu'un autre musulman t'a fait, c'était mal. Et il doit être puni avec la loi ici de l'être humain. Pas attendre qu'il y ait une loi supposée divine, etc. Et que dans nos pays, ici en Occident, ben, quand quelqu'un commet ce type de délit, il est punissable par la loi et que les victimes sont prises en charge en tant que victimes. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a une inversion de la victimisation et du bourreau à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on voit que finalement, les victimes deviennent des bourreaux. Quand on voit que Israël est devenu le bourreau alors qu'il a subi une attaque le 7 octobre, un massacre le 7 octobre 2023, on a complètement inversé les victimes et les bourreaux. Est-ce que justement cette violence dont tu nous parles, elle s'exprime chez nous en Occident, enfin en Europe, on va dire, on va rester sur le territoire européen où nous sommes tous les deux. Est-ce que cette agressivité, finalement, eh bien, c'est une part de cette agressivité qui finalement vient s'exprimer par l'antisémitisme et justement se déverser sur les Juifs? Non, je pense que en Occident, nous avons la loi qui protège les individus. Certes, elle n'est pas parfaite, et tu es très bien, t'es bien placé pour le savoir avec ton propre vécu. C'est que on a des lois qui interdisent de frapper, qui interdisent le viol, qui interdisent l'inceste, voilà, et on peut aller porter plainte. On a des lieux pour être entendu. On a mené énormément, l'Occident a mené beaucoup comment je dirais, d'informations et ils ont fait énormément de prévention pour que les jeunes, les enfants ou les adultes sachent que il y a des lieux où ils peuvent les déposer, on peut les entendre on condamne ces pratiques. Hmm. Dans la communauté musulmane, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de campagne pour dire c'est interdit. Au contraire, on leur dit il ne faut pas dire. Quand collectivement on leur dit il ne faut pas dire ce que vous avez subi, c'est une violence en plus. C'est-à-dire que vous avez non seulement subi de la violence à l'intérieur de vos familles,
ou d'un membre du clan ou de la communauté, mais en plus, vous avez une deuxième violence, on vous demande de vous taire, de vous étouffer. À un moment donné, c'est comme une cocotte minute, hein. Si on lâche pas la pression, elle explose. C'est exactement ce qui se produit. En Occident, malgré tout, même si c'est pas parfait, ben ça se passe. Après, je dis pas, il y a des failles dans notre système. Il n'est pas parfait parce qu'il est humain, il n'est pas parfait, c'est tout à fait normal. Mais on tente de l'améliorer. Et il faut continuer. Il faut continuer à essayer d'améliorer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté de ce qu'ont subi ces jeunes au sein de ces communautés-là. C'est pas parce que c'est une autre culture, etc., qu'on doit permettre que ça se fasse, qu'on étouffe le vécu de ces jeunes. Ils ont une souffrance, il faut entendre cette souffrance. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai pas de haine, contrairement à ce qu'on dit, parce que je sais que derrière tout ça, il y a une souffrance. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a une souffrance qu'ils sont pas responsables après de leur acte. Parce qu'on fait aussi le choix d'en sortir ou d'y rester. Hmm. Pourquoi? Parce que quand on décide d'y rester, c'est aussi parce qu'on n'a pas le courage parce que évidemment, le prix à payer à côté de ça est quand même très lourd, hein. C'est votre famille, vous la perdez, déloyauté vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre communauté, il y a le rejet, la pression, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, il y a un prix, il y a un coût. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes, à ces personnes-là, c'est que le bénéfice est beaucoup plus grand que le coût. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sorti de ça, que vous êtes guéri de tout ça, que vous en êtes sorti, c'est que vous vous sentez tellement libre, tellement bien à l'intérieur de vous-même, tellement soulagé, tellement libéré, qu'elle vaut vraiment la peine de perdre ce microcosme euh, qui est toxique et qui en réalité ne vous mène qu'à une chose, c'est à votre propre mort. On ne vit plus quand on reste dans cette communauté avec tout ce qu'on a vécu, dans le silence et dans cette souffrance. On ne vit plus, on est déjà mort. Donc c'est pas la peine d'attendre la mort et d'aller de l'autre côté pour vivre l'enfer. L'enfer, on le vit déjà ici. Donc autant vivre ici au moins un bonheur, même s'il est minime pour ceux qui sont croyants, que de vivre le malheur ici, puis de se dire que de toute façon, quand je vais mourir, je serai quand même encore en enfer de l'autre côté. Profitez vraiment de la vie, parce que personne n'est revenu pour vous dire que de l'autre côté, s'il y a l'enfer ou un paradis, vivez ici et maintenant. C'est ici que le paradis doit se vivre, c'est pas plus tard. Exactement. Et au niveau, on arrive tranquillement à la fin, mais j'ai une question importante que je pose à beaucoup de personnes. Je l'ai posée à Yana, je l'ai posée à Florence Bergeau-Blackler. Je te la pose à toi. Tu en as parlé un petit peu, mais je voulais qu'on s'y attarde un peu quand même, un petit peu plus. C'est cette fameuse, en fait, théorie des civilisations qui s'affrontent. Ça veut dire que peut-être tu valides la thèse de Huntington qui nous expliquait qu'il y aurait finalement des chocs des civilisations. Mais est-ce que finalement ce choc n'a pas lieu à l'intérieur même de de nos territoires, en ce sens qu'on a l'impression que ceux qui ont souhaité l'immigration de masse, en fait, ils ont vu simplement des agents économiques et ils se sont pas rendus compte que se déplace avec les gens toute une culture, toute une civilisation, toute une anthropologie finalement. Les gens ne se formatent pas en passant la frontière et du coup, est-ce qu'on n'a pas importé sur notre territoire, et bien finalement des civilisations qui cherchent maintenant, à nous concurrencer, peut-être même à nous annihiler, je sais pas. Mais en fait, tu l'as très bien dit, effectivement, euh, nous avons affaire à une autre civilisation que nous importons de plus en plus et en masse. Nous importons, si on prend par exemple, il y a plusieurs exemples d'ailleurs. Vous avez l'Afghanistan. Il y a un problème en Afghanistan. Les gens fuient l'Afghanistan après que les États-Unis soient partis, enfin voilà, que le monde occidental a lâché l'Afghanistan. On a quitté l'Afghanistan et les talibans sont revenus. On voit l'état de l'Afghanistan. Il y a beaucoup de gens qui sont repartis. Parmi ces gens, on a des talibans qui sont venus vers nous, qui sont venus ici, qu'on a accueillis. Et ces personnes-là, ils ne vont pas changer de vision, ils veulent nous l'imposer. Mm. Vous savez, ce qui s'est passé avec la guerre qu'a menée Israël à Gaza contre les terroristes. On nous disait souvent, le Hamas ne laisse sortir personne. Nous avons accueilli des Gazaouis. Ben, s'ils ne laissent pas sortir personne à part leurs membres, ceux qui sont ici, c'est qui? Ce sont des membres du Hamas. On a importé en fait des terroristes et qui sont présents. D'ailleurs, en Belgique, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la semaine passée, il y a un jeune de 12 ans qui a été arrêté. Un jeune de 12 ans qui a voulu commettre un attentat terroriste. Donc, il y a eu plusieurs arrestations.
On a énormément de membres du Hamas qui arrivent sur nos sols en France, en Belgique, parce qu'ils savent qu'à partir de nos pays, à partir de Bruxelles par exemple, parce qu'il y a les institutions européennes, ils viennent pas pour Bruxelles, ils viennent pour les institutions européennes pour influencer. Ils savent qu'à partir de là, ils peuvent faire pression, ils peuvent nous changer la On peut. mentalité, les- les- Ouais. les- la mentalité occidentale, parce qu'ils voient bien qu'ils prennent. Ils ont bien vu que quand il y a après le 7 octobre, que le monde entier s'est mobilisé pour, soi-disant, la cause palestinienne, etc., et qu'ils ont une force derrière. Donc, ils viennent pour renforcer. Ils voient ce que ça a fait. Donc, c'est vrai, ce sont des populations qui finalement arrivent, ils arrivent avec une idéologie qui veulent nous imposer. Il y a une guerre d'idéologie ici sur nos territoires. Vous avez déjà des endroits qui sont perdus, qu'on a, en fait, qui sont pas perdus, qu'on a lâchés, qu'on a laissé à nos ennemis. C'est même pas, c'est pas qu'on les a perdus, c'est on leur a laissé volontiers pour un vote électoral. Et de toute façon, ce vote électoral, après, il va être transféré vers le vote communautaire et on va le donner à un membre du clan. Regardez Mamdani à New York, qui est un islamiste. Vous avez en Angleterre vous avez plusieurs exemples à travers le monde, dans le monde occidental, où vous avez des gens qui ont pris le pouvoir. À Bruxelles, on a des maires qui sont islamistes. Et on a vu leur position après le 7 octobre. C'est vrai. Et on voit ce phénomène d'ailleurs chez LFI en France où on a des gens comme Obono ou d'autres qui commencent à nous dire qu'il y a trop de blancs à la tête de LFI et que finalement, ces fêtes de blancs, cette gauche de blancs, ça commence à devenir un peu insupportable. Ce sont des gens qui sont racistes. Il faut le comprendre que ces civilisations-là, c'est des suprémacistes, Hmm. racistes, qui ne veulent qu'une seule chose. Enfin, racistes. Entendons-nous, quand on dit raciste, c'est raciste vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de celui qui ne croit pas. Hmm. Parce qu'en réalité, ils se vendent comme étant universalistes parce que toute personne peut être inclue en islam si elle épouse, évidemment, à la condition qu'elle épouse les règles islamiques. Mais vous ne pouvez pas venir avec vos propres codes, vos propres valeurs et vous inclure. C'est en ça, quelque part, que il se présente comme étant universaliste. Mais en réalité, l'universalisme, elle est possible. On accepte les Noirs, on accepte les Asiatiques, on accepte d'autres cultures à partir du moment où elle oublie sa culture, où elle l'efface pour la remplacer avec une culture islamique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand je dis raciste, c'est le racisme anti-blanc. Hmm. Le racisme anti-blanc, il existe et il est là pour discréditer toute personne intelligente qui vient du monde de la recherche, des gens rationnels qui pourraient influencer justement les Occidentaux en leur disant attention, nous avons un danger, nous avons un danger, nous avons une guerre civilisationnelle qui nous est menée. C'est de cette manière-là qu'ils veulent la discréditer et c'est pour ça qu'ils utilisent le racisme anti-blanc. Nous, à la base, l'Europe, elle n'était pas dans ces idéologies-là. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a dit on ne veut plus de racisme, on ne veut pas de ce fascisme, et donc on n'utilisera plus le terme race. On est aux États-Unis, on en parlait. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils ont leur propre histoire. Leur histoire, il y avait une ségrégation, il y avait des lois qui séparaient les Noirs des Blancs. C'était très clair dans la loi. En Europe, ce n'est pas le cas. L'esclavagisme est punissable. Nos lois ne séparent pas les Blancs des Noirs, etc. Euh, on est universaliste dans un projet commun, un projet où l'individu peut se sentir libre à condition évidemment qu'il respecte les lois de la République et qu'il respecte les autres, qu'il ne contrevient pas à la loi. Et malheureusement, nous avons ces gens, des coloniaux, indigénistes, etc., qui ont introduit la notion de race et qui est en train de créer un séparatisme dans notre monde jusqu'à vouloir complètement tout effacer pour tout remplacer avec une autre idéologie. Et évidemment, cette idéologie qui va venir et qui est en force et qui va tout effacer, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le nord de l'Afrique, parce qu'en réalité, euh, il faut se souvenir quand même que le nord de l'Afrique était berbère et elle était multiple, elle était très diverse. Toutes les communautés juives, chrétiennes, croyants, non-croyants, etc., ils vivaient, il y avait du commerce. Et l'idéologie qui est arrivée et qui a envahi, qui a colonisé le nord de l'Afrique, c'est les arabo-musulmans et qui ont imposé un islam et qui ont rendu les juifs et les chrétiens comme des dhimma, c'est-à-dire des gens avec un statut de sous-homme qui devaient payer un impôt, la jazira, la jazia, qui n'avait pas les mêmes lois qu'un musulman, etc. Ou alors il devait se convertir, ou s'il refusait les deux, il mourrait. Et on ne parle pas des athées. Les athées sont condamnés à mort, évidemment, s'ils ne se convertissent pas.
Donc voilà où c'est ça, c'est qu'on a une civilisation qui a compris qu'il fallait venir déculturer, tuer la culture de l'autre, l'effacer. C'est pour ça que vous avez les nouvelles narrations, etc., pour la remplacer avec un nouveau narratif et une nouvelle civilisation, la civilisation musulmane islamique. C'est ça leur objectif. En effet. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, une petite tension qu'il y a souvent entre moi et mes amis algériens avec qui j'ai des débats parfois, où ils me disent, mais tu te rends compte, Cyril, la colonisation française, 130 ans. Je lui dis, mais t'es très fier d'être arabe, t'es très fier de ton arabité. Et souvent, ils me répondent, ah oui, machin, nous, l'Algérie, musulmans. Je leur dis, en fait, ce que tu nous reproches, c'est d'être resté pas assez longtemps, en fait. Il a fallu qu'on efface ton histoire pour que tu nous... Et en fait, c'est un peu... ce que je dis là, c'est pour essayer de faire comprendre que finalement, la colonisation arabo-musulmane est une colonisation souvent occultée, mais comme tu nous l'as expliqué, la civilisation arabo-musulmane a colonisé une bonne partie de l'Afrique et tout le nord de l'Afrique en l'occurrence, et il serait bien que les gens s'en rappellent aussi quand même. Une grosse partie de l'Europe aussi, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à Poitiers. C'est vrai, tout à fait. Dernière question pour du coup revenir au livre le 7 octobre. Tout ce dont on a parlé là tout au cours de cet entretien, finalement, pour toi, c'est tout cela qui s'est joué après le 7 octobre, c'est-à-dire finalement deux civilisations qui s'affrontent et qui, là en l'occurrence en Israël, se sont affrontées physiquement en fait. En réalité, c'est ça qui se passe. Le conflit israélo-palestinien, c'est deux civilisations qui s'affrontent d'une manière virile, quand chez nous on en est encore à une confrontation idéologique, même si évidemment il y a des cas de violence, je vais pas le nier, mais voilà, c'est ce que tu nous dis finalement, Fadila. Oui, c'est d'abord, comme je le dis très souvent, c'est que ce qui s'est passé en Israël, en réalité, c'est ce qu'on vit un peu partout. Le 7 octobre, c'est à plus grande échelle, mais quand vous voyez comment ça s'est produit pour Sarah Halimi, pour Ilan Halimi, etc., c'est exactement la même méthode. Il y a eu de la souffrance, on a mutilé, on a massacré des individus, mais c'est évidemment, c'était pas à grande échelle, on n'en était pas encore là, bien que s'il faut aussi se pencher sur le cas de l'hypercacher et d'autres massacres. Regardez Mohamed Merah. Mm. Ça a été la même chose. Donc il y a une haine et Israël, ils veulent l'effacer parce que c'est le monde occidental. C'est pas parce que c'est pas uniquement parce que c'est juif. C'est on commence par Israël parce qu'Israël doit tomber, mais si Israël tombe, mais nous tombons aussi parce que s'ils gagnent, ce qu'ils montrent à la communauté mondiale islamique mondiale, c'est de leur dire, vous voyez, on a déjà avancé selon notre mythe califal. Israël devait tomber, c'est un des signes pour que lorsque l'islam deviendra musulman, c'est que Israël tombe. Et donc, Mm. à partir du moment, c'est pour ça d'ailleurs que le Hamas, à un moment donné, a dit, regardez, là, on a attaqué Israël, vous avez vu tout ce qu'on a fait, etc. Ça y est, c'est un signe, on va gagner. Donc, partout où vous êtes, tuez-les, tuez les Juifs. Mais Ça il n'y a pas permet de galvaniser les foules, ouais, c'est ça. Exactement. Et il n'y a pas que les Juifs, hein. Il faut regarder ce qui se passe avec les massacres des chrétiens d'Orient. Regardons ce qui est en train de se passer avec les Kurdes. Regardez Al-Joulani, qui est un djihadiste. C'est pas un homme, un chef d'État, c'est un djihadiste. C'est un gars qui est toujours membre de l'État islamique, est toujours là en Syrie. Et ils sont en train de se préparer. On est en train de regarder pour l'instant l'Iran, ce qui est en train de se faire. L'Iran, je pense que c'est une question de temps. Elle va finir par, les mollahs vont finir par tomber. Mais moi, je pense que les gens doivent s'intéresser à ce qui est en train de se passer entre l'axe Turquie, Syrie, Hamas, Qatar, parce que on va arriver vers un autre gros problème qui est celui-là qui est déjà existant, mais qui va encore nous exploser dans la figure d'une manière mais disproportionnée. On se rend pas compte en fait de ce qui est en train de se jouer. Pour moi, c'est le danger, il est encore beaucoup plus grand à venir. Et c'est parce que il y a aussi le fait que les chiites, c'est une minorité dans le monde, hein, comparé au sunnisme, hein. On est 90%, il y a 90% de sunnites dans le monde. Donc, heureusement, ces 90%, il n'y a pas que des radicalisés, mais encore une fois, mais quand vous avez un grand nombre sur 2 milliards de musulmans, il suffit qu'il y en ait 200 millions de fanatiques, c'est beaucoup, ça peut faire pas mal de dégâts. C'est Et, clair. et les autres peuvent avoir peur et se dire, OK, moi je vais me soumettre parce que sinon, j'ai pas envie. Parce que les musulmans sont des êtres humains comme les autres, hein. Ils ont peur aussi. Il y a des gens qui ont peur et des gens qui vont pas non plus oser affronter le mal. Donc, il faut se dire que là, on est vraiment. Le fait qu'Israël s'est battu, elle s'est pas battue que pour l'existence d'Israël, elle s'est battue pour nous aussi. Très souvent, les gens ne comprennent pas toujours les positions, pourquoi est-ce qu'on défend Israël, mais c'est aussi pour ça.
Et on défend aussi la communauté juive parce que ben, il faut défendre aussi, ça fait partie de notre universalisme. On doit défendre toutes les personnes qui se font persécuter, etc. Et la communauté juive subit des agressions et des violences, comme la communauté chrétienne subit des violences, mais très peu en parlent. Et il serait temps de se réveiller. Il serait temps aussi que la communauté chrétienne commence à sortir de son cadre bisounours et se dise qu'il y a un danger pour notre communauté et il faut que tout le monde se rallie contre ce fléau. C'est comme si, à l'époque nazie, en 39-45, si on a commencé à dire ah ben non, ça s'adresse qu'aux juifs et finalement c'est pas notre problème, eh ben on aurait le monde entier qui se serait nazifié. C'est exactement la même chose. Donc il faut que les gens se réveillent et qu'on puisse s'entraider. Il faut créer un groupe uni face à cette idéologie-là. Eh bien, écoute, ce sera une conclusion parfaite. Donc, je renvoie nos téléspectateurs et nos auditeurs, pour ceux qui sont en podcast, à la lecture de ce livre, 7 octobre, une fracture française. Un livre très intéressant, un livre collectif, hein. Il y a évidemment ton texte qui est magnifique, mais il y a aussi d'autres textes qui sont intéressants. Et donc, je renvoie chacun vers ces lectures-là. Je renvoie également nos téléspectateurs et nos auditeurs vers l'Observatoire des fondamentalismes, qui Alors, est ton observatoire. européen des fondamentalismes, je sais que Merci. beaucoup se trompent encore, mais c'est important parce que on a besoin d'être aidé. Et parce que, comme je le disais, le problème aussi pour nous, en tant que personnes qui essayons de faire notre travail honnêtement, nous ne recevons aucune aide financière. Nous sommes complètement indépendants et nous avons besoin de soutien financier et il ne peut venir que des citoyens parce que au niveau politique ou au niveau d'autres institutions étrangères, etc., généralement, on nous demande toujours une contrepartie et qui va à l'encontre très souvent aussi de nos valeurs. Et si on veut garder quelque chose de neutre et de faire notre travail d'une manière honnête, nous avons besoin d'aide et nous avons besoin aussi de soutien. C'est pour ça que le nom est important parce qu'il y a des liens sur lesquels les gens peuvent donner parce que sinon on ne peut pas continuer à faire notre travail. Effectivement, tu as raison, et il y aura le lien en description. Il y aura aussi un lien vers le Café laïque, le Café résistant européen, un café très intéressant qui donne régulièrement des débats ou des conférences qui sont très intéressantes. Il y a une chaîne YouTube, je mettrai également les liens en description. Fadila Maroufi, il me reste à te remercier pour le temps que tu nous donnes, pour la pertinence de tes explications, comme à chaque fois, et courage. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Bonne santé encore pour 2027 et puis 2026, ouais, je suis déjà dans l'avenir, moi. Mais surtout, surtout, vraiment force au peuple iranien, peuple libre, force à Israël. Merci aussi aux soldats parce qu'ils se sont battus et il y a beaucoup de jeunes et d'enfants qui meurent sous les balles pour nous. Il faut pas l'oublier. Euh, et bien que bah, qu'on arrive, que la laïcité prenne le dessus et qu'on arrive à se débarrasser de ces fondamentalistes islamiques. Eh bien, écoute, on va faire ce qu'il faut pour ça. Merci beaucoup, Fadila. À très bientôt. À toi, Cyril.